sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 4 avril 2024. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver notre invité éco pour notre page macro et j'ai le plaisir d'être en studio sur le plateau de TV Finance avec Philippe Wechter. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Philippe Wechter, vous êtes directeur de la recherche économique chez Ostrom Asset Management. Et avec vous, on va revenir sur la publication hier de l'évolution de l'inflation en zone euro, en ayant en tête cette question, est-ce que potentiellement les niveaux d'inflation actuels peuvent inciter la BCE à accélérer son calendrier de baisse de taux directeur. Mais avant cela, on va revenir en détail sur ce niveau d'inflation. Comment est-ce qu'on explique que l'inflation baisse et est-ce qu'il y a des points quand même d'attention qu'il faut garder, des points de vigilance qu'il faut quand même garder en tête? Alors, il y a plusieurs points. Effectivement, l'inflation s'est inscrite à 2,4%. C'est un petit peu plus baissier, si je puis dire, que ce qui était attendu. Quand on regarde le détail, on a toujours une contribution négative de l'énergie. Il y a un effet de base assez marqué. Qui est en train de s'estomper malgré tout. Et puis, ce qu'on constate très fortement, c'est que le prix des biens et le prix des biens alimentaires, lui, ralentit. La contribution de ces prix à l'inflation ralentit fortement pour ces deux points. Donc ça, c'est quelque chose qui traduit le fait que toutes les contraintes qu'il y avait dans les systèmes de production s'estompent. Le prix des engrais est plus faible, le prix des produits agricoles aussi. Toutes les contraintes qu'il y avait dans les chaînes de production industrielles s'estompe aussi. Et on voit bien ce mouvement. On a exactement le même mouvement aux États-Unis. Et puis, l'autre point qui est le point d'attention, c'est le fait que depuis le mois d'octobre, le taux de progression du prix des services est à 4%. Et donc, une contribution qui est un peu trop élevé, et c'est ce qui maintient l'inflation à ce niveau aussi au-dessus des attentes de la BCE. De la BCE, alors le prix dans les services, c'est 4%, plus 4%, je crois, ce mois-ci. C'est pareil, c'est identique au mois précédent. Du coup, par la force des choses, il y a deux points que vous mettez en avant et que je retiens. Le premier, c'est vous nous dites que concernant les prix de l'énergie, l'effet de base s'estompe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on voit bien que sur les marchés financiers, le prix du pétrole, notamment, est en train d'augmenter. Du coup, ça peut être quelque chose que la BCE doit avoir en tête avant d'anticiper sa baisse de taux ou, de toute façon, retrouver les 120 $ de prix du baril. C'est quasiment impossible, du coup, par la force des choses, on ne fait pas attention déjà dans un premier temps. Non, mais les banques centrales sont très peu attentives au prix de l'énergie. C'est pas qu'elles n'y font pas attention, ouais, mais c'est pas un déclencheur parce que le prix de l'énergie est quelque chose de très volatile. Et si aujourd'hui vous avez un prix qui augmente très vite, par exemple, vous ne savez pas à quel prix il sera dans 6 mois. Et si vous avez aujourd'hui une action de politique monétaire pour limiter le risque d'inflation lié à cette hausse de l'énergie, eh bien peut-être que dans 6 ou 9 mois, au moment où les contraintes que vous mettez en place aujourd'hui seront effectives, le prix du baril sera peut-être 50% plus bas. Et donc les banques centrales ne veulent pas rentrer dans ce jeu-là parce qu'elles sont un peu comme nous, elles ne savent pas très bien à quel prix sera le prix du baril dans 6 mois. C'est ça, effectivement, il y a trop de contraintes. Donc là-dessus, c'est un point qu'elle surveille forcément, mais ça n'est généralement pas un facteur de changement de stratégie monétaire. De prise de décision, de changement de stratégie monétaire, exactement. Du coup, par la force des choses, alors on peut revenir également sur l'évolution du prix dans les services. Est-ce que le risque, finalement, par la force des choses, c'est que ce prix-là s'intègre dans la descente de compte de résultats, et notamment au niveau des charges externes, et que par la force des choses, ça plombe les marges de rentabilité des entreprises et qu'elles soient incitées à un moment à rehausser leur prix pour maintenir ces niveaux de marge? C'est un peu ce qu'on voit dans les services. En fait, quand on essaye de disséquer l'origine de cette pression haussière sur les services, sur le prix des services, eh bien, il y a une composante salaire qui est importante. Et on voit bien à l'échelle de la zone euro que les prix les salaires, depuis la fin de l'automne, ne baissent plus. C'est-à-dire qu'il y avait une corrélation assez bonne entre l'évolution de l'inflation, alors qu'on mesurait en regardant l'inflation d'un mois par rapport au même mois de l'année précédente, avec un peu de décalage, mais cet indicateur et l'évolution des salaires se suivaient parfaitement. On n'a plus ce phénomène,
on a une inflation qui ralentit sur un an, mais les salaires ne baissent plus. Et donc c'est ça le point d'interrogation, le caillou dans la chaussure de la Banque Centrale Européenne, de savoir si effectivement ce phénomène est un phénomène qui va s'estomper rapidement. Est-ce que c'est un aspect autour de la fin d'année, ou est-ce que ça va être plus durable? Et c'est ça la question. Et quand on évoque cette question, il y a deux aspects qui apparaissent. Le premier est que même si l'inflation ralentit, les prix restent élevés, et donc les négociations salariales se font plus exactement sur les mêmes bases que précédemment. En d'autres termes, si on regarde le prix de l'énergie à 100 au premier trimestre 2021, c'est-à-dire avant l'épisode inflationniste, on est aujourd'hui à 144 au sein de la zone euro, donc une progression qui est très significative. Et sur le prix de l'alimentaire, par même référence, on est à 125. Donc sur ces deux aspects qui sont majeurs dans le budget des ménages, on voit bien qu'il y a eu un dérapage qui n'est pas compensé par les salaires. Et ça peut s'intégrer dans la négociation salariale. Ok, du coup, donc par la force des choses, cette fameuse boucle prix-salaire, elle est toujours au-dessus de nos têtes. Elle n'a pas complètement disparu. Et ce qui est nouveau par rapport à ce qu'on pouvait imaginer, c'est que le marché du travail a un comportement un petit peu différent aujourd'hui. C'est-à-dire que on voit bien en Allemagne, on le voit en Europe, on le voit en France, l'activité n'est pas bonne depuis 1 an et demi à peu près, mais pour autant, il n'y a pas eu d'ajustement sur le marché du travail. Comment on l'explique ? On aurait pu l'imaginer par le passé, mais on ne l'a pas. Pourquoi ? Bien, principalement parce que on a une population active qui ralentit, dont la taille ralentit, baisse, voire parfois. Du fait de la pyramide des âges. Du fait de la pyramide des âges. Et en conséquence, les entreprises, notamment en Allemagne, ne veulent pas se séparer de leurs employés, en imaginant que demain, la situation sera meilleure. Et de ce fait-là, les salariés qui restent en place ont un pouvoir de négociation plus élevé et peuvent négocier des salaires plus forts. Et on a vu en Allemagne, sur la Lufthansa, sur Deutsche Bahn, des accords salariaux très, très élevés. Et donc c'est cet aspect-là qui aujourd'hui est le plus problématique dans la dynamique de changer les choses. De la politique. Et le point quand même important, c'est qu'en dépit de cela, il est important pour la Banque Centrale Européenne de baisser ses taux pour créer une impulsion supplémentaire sur l'activité. Parce que, au fur et à mesure que le temps passe, si l'activité reste très morose, il y aura forcément un ajustement sur le marché du travail. Et là, ce serait franchement désagréable. Donc là, la BCE doit intervenir rapidement pour ces raisons-là. Et donc, la prochaine réunion, c'est le 11 avril prochain, la prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne. Vous anticipez quoi ? Un changement de sémantique ou réellement un changement de stratégie de politique monétaire ? Au moment de la dernière réunion, au mois de mars, il était clairement évoqué que le changement de taux pourrait se faire au printemps. Donc, entre avril et juin. On espère que cette réunion du 11 avril, on ait un petit peu plus de précision sur la façon dont les choses s'opéreront et peut-être même des éléments de datation un peu plus marqués. On pourrait espérer, dans un rêve un peu fou, que dès le 11 avril, il y ait une baisse de taux, mais ça n'est ni dans les anticipations de marché, ni raisonnable de fonder des rêves à vous, Philippe Bächter. Absolument, parce que on voit bien que dans la dynamique du cycle européen, on manque d'impulsion. Et la baisse des taux peut avoir cet impact-là. Mais vous nous dites après, une baisse de taux a un impact sur l'économie réelle, 6, 9, 12, 18 mois parfois après. Mais là, ça pourrait peut-être aller un petit peu plus vite, parce qu'on voit bien que des entreprises, des ménages sont gênés par le niveau des taux d'intérêt et que ça pourrait relâcher les contraintes assez vite. Et notamment sur le marché de l'immobilier, qui est toujours très tendu en France. Du coup, par la force des choses, donc, alors, est-ce que dans ces cas-là, la Fed peut prendre le risque la Banque Centrale Européenne peut prendre le risque de devancer la Réserve fédérale américaine dans son calendrier de baisse de taux. Est-ce qu'elle peut, oui, effectivement, je dirais, ignorer la Réserve fédérale américaine ? Mais j'espère qu'elle le fera. Oui. Le cycle n'est pas le même. On voit bien depuis 18 mois,
l'activité américaine progresse vivement. Le marché du travail est tendu. On l'a encore vu hier avec les chiffres qui ont été publiés par ADP sur l'emploi privé. Donc tous ces éléments militent pour une perception du cycle américain plutôt robuste. Et donc il n'y a pas d'urgence pour la Federal Reserve de baisser ses taux d'intérêt. Alors que, dans le même temps, depuis l'été 2022, l'activité européenne est étale. Donc il y a des perceptions, des cycles, des façons de faire qui ne sont pas les mêmes. Et donc, de ce point de vue-là, attendre que la Fed baisse ses taux pour baisser les taux de la BCE, c'est prendre le risque d'une vraie récession. Ce serait dommage. Ce serait dommage. Du coup, par la force des choses, quelles pourraient être les conséquences d'une baisse de taux de la BCE avant celle de la Réserve fédérale américaine? Sur l'euro, juste? Non, sur l'année 2024, on attend quoi? On attend, une baisse continue de l'inflation, donc un partage du revenu des ménages qui ira plus en faveur de la consommation que l'épargne. Donc ça, c'est un facteur qui va jouer favorablement sur le plan cyclique. Et puis, effectivement, s'il y a une baisse des taux de la BCE qui est assez rapide, et avant la Fed, on aura l'effet baisse de taux sur le marché domestique, comme on l'évoquait, mais ce sera aussi probablement une source d'amélioration de la compétitivité prix des biens européens, et là aussi une source d'impulsion. Donc on peut avoir quelque chose d'un petit peu plus dynamique sur l'année 2024, et ça serait plutôt favorable. Les États-Unis vont plutôt bien, la Chine se porte assez bien. Donc, à nous de rentrer dans le jeu global. Et la BCE a son rôle à jouer. A son rôle à jouer. Pour un dernier mot sur la BCE, je ne sais plus quel responsable de la Banque Centrale Européenne expliquait qu'aujourd'hui, le taux de dépôt est à 4%, que pour qu'il ne soit plus restrictif, il faut qu'il soit à 3%. Ça veut dire que d'ici, en vous écoutant, il faudrait qu'il y ait une baisse de 100 points de base d'ici à fin 2024, c'est possible. Au moins, à minima, ouais. Mais du coup, ça, c'est possible en 2-3, évidemment. Une première baisse de 50 points de base, soit la semaine prochaine, soit en juin. Typiquement, ce qui est important, c'est au-delà du montant de la baisse et des baisses, c'est le discours qui sera tenu. Et là, on peut espérer un changement un petit peu plus volontariste du côté de la BCE, de dire, voilà, l'économie ne va pas si bien que ça, prenons l'inverse et essayons de dynamiser les choses. Ça va être ça un aspect important. Les discours des banques centrales et l'action des banques centrales, c'est des niveaux de taux, mais c'est aussi des propos, des façons de dire. Et là-dessus, la BCE et Christine Lagarde ont une responsabilité importante. On va basculer de l'autre côté de l'Atlantique. Une dernière question sur le marché du travail, parce que c'est effectivement, on a bien compris que le paradigme était différent. Aux États-Unis, l'économie est robuste, toujours très résiliente. Par la force des choses, on pourrait imaginer que la solidité du marché du travail soit pénalisante, justement, pour cette économie. Du coup, par la force des choses, qu'elle crée une forme de surchauffe, en fait, que le marché du travail dynamique crée une forme de surchauffe. Pourquoi est-ce que ça n'arrive pas? Pourquoi est-ce que la robustesse du marché du travail américain ne crée pas plus d'inflation, en fait? Il y a deux phénomènes qu'on observe sur le marché du travail américain, une fois qu'on a constaté que le taux de chômage était faible, qu'il y avait des créations d'emplois importantes. Le premier point, c'est que le taux d'emploi de la population active, les 25-55 ans, pour prendre est pas si élevé que ça. Donc il y a toujours des capacités d'adaptation assez fortes. Donc ça, c'est un premier point qui distingue de ce qu'on voit en France. Il y a toujours des graphiques qui montrent que le taux d'activité des 25-55 ans en France est plus élevé qu'aux États-Unis. Donc il y a une marge éventuelle. Et l'autre point est que on a vu en 2022 et on a vu en 2023 des flux migratoires très importants, ce qui fait que la contrainte de quantité qu'il pourrait y avoir sur le marché du travail, parce que les entreprises veulent embaucher, eh bien, elle est absorbée par cette situation. Ce qui fait que les entreprises qui disent « on voudrait embaucher davantage » peuvent le faire et elles peuvent produire davantage. En Europe, les entreprises disent « on voudrait embaucher davantage », elles le peuvent beaucoup moins, les contraintes sont plus fortes, et donc il y a un effet négatif sur la production.
Donc là, il y a aussi une différence assez marquée avec les États-Unis. D'accord, très clair. Bah, écoutez, merci beaucoup, Philippe Wechter, pour Merci vos à vous. explications, votre temps. Je rappelle que vous êtes directeur de la recherche économique chez Ostrom Asset Management, et puis avec nous régulièrement, et je vous en remercie beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir partagé, Philippe. On marque une dernière courte page de publicité de notre côté, et on se retrouve pour la suite et la fin de cette édition du 4 avril, là tout de suite sur TV Finance.